Il disait toujours que la force n'avait de sens que lorsqu'elle protégeait ceux que l'on aime. Chez lui, derrière l'armure de légende, il y avait un homme qui tremblait encore à l'évocation d'un seul prénom, Romy. Aujourd'hui, à 76 ans, Alain Delon accepte enfin d'ouvrir une porte qu'il avait fermée depuis des décennies. Non pas par oubli, mais par pudeur, par loyauté, par douleur aussi. Il ne cherche plus à se défendre. Il ne cherche plus à justifier ce qui a brûlé 2 vies trop jeunes, trop célèbres, trop exposées. Il dit simplement « Je crois que c'est le moment. À mon âge, on ne triche plus. » Et quand il prononce ces mots, il ne le fait ni pour la presse, ni pour ranimer un mythe. Il le fait parce que le silence, parfois, finit par peser plus lourde que la vérité elle-même. Il parle d'elle comme on parle d'une absence qui n'a jamais vraiment quitté la pièce. Romy, la fulgurance, la sensibilité à vif, l'élégance qui déstabilisait même les hommes les plus sûrs d'eux. Elle avait ce don. On ne rencontrait pas quelqu'un, on la rencontrait, elle, murmure-t-il, comme si chaque syllabe réveillait un éclat d'autrefois. Pour lui, elle n'a jamais été une simple partenaire à l'écran. Elle a été un tournant, une faille, une lumière trop vive. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce choix de revenir sur une histoire couverte de tant de rumeurs, d'idéalisation, de regrets murmurés derrière les coulisses ? Alain Delon l'admet, l'âge rend les silences inutiles. Et puis, dit-il, je ne veux pas qu'on réécrive à ma place ce que nous avons vraiment vécu. Dans sa voix, il n'y a pas de nostalgie de comédien, il y a une vérité d'homme. Il sait que leur histoire a été autant admirée que déformée, qu'elle a servi de décor à des fantasmes romantiques, à des jugements hâtifs, à des reproches qu'il a portés sans répondre. Aujourd'hui, il affirme qu'il ne veut ni se dédouaner, ni se racheter. Il veut simplement raconter ce qu'il reste quand les caméras sont éteintes, quand les vies se séparent, quand les destins, même brillants, laissent des cicatrices invisibles. Ce documentaire n'est pas un hommage, ce n'est pas une confession. C'est un espace où il accepte enfin de remettre des mots là où il n'y avait plus que des silences. Et cette voix, la sienne, tremble par moments. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il sait que parler de Romy, c'est aussi admettre ce qu'il n'a jamais réglé en lui-même. Que s'est-il réellement passé entre eux, loin des plateaux, loin des photos glacées qui ont façonné leur mythe ? Pourquoi cette histoire, pourtant brève, a-t-elle marqué leur vie d'une empreinte indélébile ? Et surtout, qu'est-ce qu'Alain Delon, aujourd'hui, a enfin décidé de révéler ? Il se souvient encore de ce matin-là comme d'un choc silencieux, presque physique. Non pas à cause du décor ou des caméras, il en avait déjà vu assez pour ne plus être impressionné, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il avait l'impression que quelqu'un entrait dans sa trajectoire sans prévenir, sans demander la permission, et qu'il n'aurait aucun moyen de l'éviter. Romy n'avait pas besoin de parler pour imposer sa présence. Elle avançait avec cette douceur un peu inquiète, ce mélange d'assurance et de fragilité qui troublait tout ce qui se trouvait autour d'elle. Alain dira plus tard « Ce jour-là, j'ai compris que ma vie n'allait plus tout à fait m'appartenir. Nous sommes en 1958. Elle arrive directement d'Allemagne, auréolée du succès de Sissi. Il est le jeune comédien français dont on commence à parler dans les journaux. 2 mondes éloignés, 2 cultures, 2 carrières qui n'auraient jamais dû se croiser autrement que par hasard. Mais l'industrie du cinéma a parfois ses propres intuitions. Le réalisateur de Christine voulait un duo qui trouble l'écran. Il n'imaginait pas qu'il réunirait 2 êtres qui allaient, sans le savoir, bouleverser l'existence l'un de l'autre. Alain raconte que leur première discussion a été presque banale. Un échange de politesse, un sourire. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, derrière cette simplicité, il y avait une tension étrange, une sorte de reconnaissance mutuelle. Elle me regardait comme si elle cherchait à comprendre quelque chose de moi, dit-il. Lui, de son côté, n'arrivait pas à détourner les yeux. Il ne s'agissait ni de conquête, ni de séduction instantanée. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Comme si chacun voyait chez l'autre un espace encore vierge. Ils ont tourné leur première scène dans une atmosphère presque irréelle. Le plateau semblait, selon les témoins, se figer autour d'eux. Romy travaillait avec précision, avec un sérieux presque religieux. Elle voulait tout maîtriser, tout comprendre, la langue, les émotions, les intentions. Alain, lui, avançait avec cette désinvolture qui faisait sa signature. Il improvisait légèrement, testait ses limites,
jouait avec le rythme. Deux méthodes opposées qui pourtant se complétaient étrangement. Il sourit aujourd'hui en se rappelant cette alchimie. Elle me tirait vers le haut. Je voulais être à la hauteur de ce qu'elle dégageait. Mais au-delà des scènes, il y avait les moments entre les prises, les conversations hésitantes, faites d'un mélange de français, d'anglais approximatif et de gestes, les rires maladroits quand elle cherchait un mot, les silences où il se surprenait à se regarder un peu trop longtemps. Romy, à 20 ans, découvrait Paris, la liberté, la vie loin de l'austérité dans laquelle elle avait grandi. Alain, lui, découvrait quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les femmes qu'il avait connues jusque-là. Pas de manipulation, pas de jeu de pouvoir, pas de rôle social à jouer. Elle était brute, honnête, spontanée. Un jour, pendant une répétition, elle a trébuché légèrement en s'approchant de lui. Il l'a rattrapée instinctivement. Ce geste, qui aurait dû être banal, a eu un impact disproportionné. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, tout a basculé, confie-t-il. Il avait senti sa respiration, son hésitation. Elle avait relevé les yeux vers lui avec une expression qu'il n'a jamais oubliée. Une sorte de reconnaissance timide, mêlée à quelque chose de plus profond, comme si elle lui confiait sans le dire. « Je te fais confiance ». Au fil des semaines, cette proximité est devenue inévitable. Les techniciens le voyaient, les journalistes le devinaient, mais aucun des deux ne disait mot, pas encore. Ils se retrouvaient souvent après les journées de tournage, non pas dans des lieux secrets, mais simplement en marchant dans les rues, en s'arrêtant pour parler, pour respirer un peu loin du tumulte. Elle lui racontait sa jeunesse stricte, la pression de Sissi, ce poids d'une image trop parfaite. Il lui parlait de ses débuts chaotiques, de ses doutes qu'il cachait derrière une façade insolente. À travers ces échanges, une forme d'évidence s'est imposée. Ils n'étaient pas seulement deux acteurs réunis par un film. Ils étaient deux âmes qui, pour un instant suspendues, avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. Une rencontre comme on n'en vit qu'une fois. Et pourtant, à ce stade-là de leur histoire, personne, pas même eux, ne pouvait deviner jusqu'où cette relation allait les mener, ni la profondeur de la trace qu'elle laisserait. Les années qui suivirent leur rencontre furent celles où leurs deux trajectoires s'élancèrent avec une intensité presque vertigineuse. Pour Alain comme pour Romy, la notoriété n'était plus une promesse, elle devenait une évidence. Le cinéma européen, en pleine effervescence, cherchait de nouveaux visages, de nouvelles icônes, et sans le savoir, ils étaient en train d'en devenir les symboles. Leur relation, qu'elle soit publique ou tenue à l'écart du bruit médiatique, semblait alimenter une énergie rare, presque créatrice, comme si chacun trouvait dans la présence de l'autre une force supplémentaire. Alain, alors à l'orée de la trentaine, enchaînait les tournages. Plein Soleil en 1960, puis Rocco et ses frères avec Visconti, firent de lui une figure incontournable. Les critiques parlaient d'un fauve magnétique, d'un jeune acteur capable de combiner une beauté presque irréelle et une dureté qui ne demandait qu'à s'exprimer. Son ascension n'était pas seulement rapide, elle était fulgurante. Et dans cette période où tout semblait lui sourire, Romy était là, discrète mais lumineuse, tenant une place que personne d'autre n'aurait pu occuper. Elle aussi vivait un basculement. Après l'ombre pesante de Sissi, elle voulait exister autrement, prouver qu'elle n'était pas seulement la princesse immaculée qu'aimait le public. La France lui ouvrait cette liberté. Elle prenait des cours de langue. Elle lisait, elle s'informait, elle s'exerçait chaque jour à s'éloigner de son image d'adolescente parfaite. Les réalisateurs français commencèrent à voir en elle une comédienne capable de profondeur, de nuances, de douleur même. Sa sensibilité, ce qu'Alain admirait le plus, devenait son arme. Ensemble, ils vivaient au rythme des tournages, des voyages, des invitations. Paris, Rome, Londres. Des soirées où ils entraient, toujours un peu gênés, toujours un peu fascinants, sans l'avoir cherché. Les photographes les attendaient, les magazines parlaient d'eux comme du couple le plus beau, le plus mystérieux, le plus promesse d'une Europe nouvelle. Mais derrière les flashs, la réalité était plus simple. Deux jeunes adultes qui apprenaient, qui s'aimaient, qui se soutenaient. Alain le dit d'une voix plus grave aujourd'hui. On était jeunes, oui,
Mais on savait déjà ce que c'est que le poids d'un rôle, le prix de la lumière, la peur de ne pas y arriver. On se comprenait sans parler. Romy, elle, écrivait dans ses carnets que la France l'avait libérée et qu'Alain avait été, pour un temps, le seul endroit où elle respirait vraiment. Leur relation n'était pourtant pas un conte, pas de perfection artificielle. Il y avait des doutes, des impatiences, des différences de tempérament. Mais ces années-là, ces années de gloire, furent celles où tout semblait possible. Ils étaient aimés, adulés même. Chaque film d'Alain devenait un événement. Chaque apparition de Romy surprenait par sa maturité croissante. Les réalisateurs, les producteurs, les journalistes, tout le monde voyait qu'ils portaient en eux quelque chose d'exceptionnel. Mais au-delà du prestige, il y avait leur intimité. Les repas improvisés dans des petits appartements où rien n'était vraiment rangé. Les discussions jusqu'au milieu de la nuit où Romy parlait de sa famille, de sa mère, de ses peurs. Alain, lui, parlait peu de lui-même. Il se protégeait. Elle disait que c'était comme embrasser un mur qui respirait. Pourtant, il la laissait entrer, plus que quiconque avant elle. Il la laissait voir ses fragilités, ce qu'il cachait derrière son allure de jeune loup. Leur amour était parfois maladroit, souvent intense, toujours vrai. Autour d'eux, les carrières montaient, les propositions affluaient, le monde du cinéma se transformait. Eux essayaient simplement de suivre le mouvement sans perdre l'équilibre. On les filmait, on les photographiait, on les imaginait presque invincibles. Et peut-être que, dans ces années-là, ils l'étaient vraiment. Pourtant, le sommet a toujours son revers. Plus leur vie professionnelle prenait de l'ampleur, plus la pression grandissait. Les tournages s'enchaînaient sans qu'ils puissent vraiment se retrouver. Des kilomètres s'interposaient, des emplois du temps se brouillaient, des succès individuels commençaient à créer des trajectoires parallèles. Ils étaient deux étoiles brillantes, mais déjà, sans qu'ils s'en rendent compte, elles commençaient à dériver. Ces années de gloire resteront les plus éclatantes de leur histoire. Mais elles furent aussi, sans qu'ils ne puissent l'admettre sur le moment, le début d'un lent glissement. Car même les plus belles lumières finissent par projeter des ombres. Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Les fissures, dans les grandes histoires, n'apparaissent jamais comme des éclats soudains. Elles commencent par un geste différé, un silence un peu trop long, un mot qui tombe à côté. Mais alors, ce qui aurait dû être un simple décalage devint peu à peu une distance. Une distance douce d'abord, presque imperceptible, comme si chacun hésitait à déranger l'autre. Pourtant, quelque chose se déplaçait en eux. Ce soir-là, Romy était rentrée d'un tournage en Autriche, épuisée, vulnérable. Elle espérait retrouver Alain dans ce petit appartement où il s'était tant parlé, tant rêvé. Mais il était ailleurs, happé par d'autres engagements, d'autres soirées, d'autres visages aussi. Il ne faisait rien de mal, simplement, il vivait déjà dans un rythme que l'amour seul ne suffisait plus à contenir. C'était l'époque où je courais partout, où je voulais tout faire, tout réussir, dit-il aujourd'hui, comme une confession tardive. Elle, pourtant, ne lui reprochait rien. Pas encore. Elle attendait, elle espérait. Mais chaque retour devenait un peu plus fragile. Elle avait besoin de lui comme d'un ancrage, d'une certitude, d'un regard qui la rassure. Lui, au contraire, se sentait pris dans une spirale où la lumière du succès l'éblouissait autant qu'elle l'épuisait. L'un avançait vers l'autre, l'autre avançait vers le monde. Deux mouvements qui ne se rencontraient plus tout à fait. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvaient, le lien restait intact, presque douloureusement intact. Ils riaient, ils se cherchaient, ils s'embrassaient avec la même intensité que les premières fois. Mais quelque chose flottait dans l'air, une forme de fragilité nouvelle, comme si la relation avait perdu son innocence. Les amis proches le voyaient, elle devenait plus anxieuse, plus inquiète, sentant qu'il lui échappait par moments. Lui, de son côté, devenait plus nerveux, plus fuyant. Non pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que l'idée même d'être responsable de sa douleur le terrifiait. Puis vint cette phrase. Elle n'était pas violente, mais elle avait la froideur d'une réalité qu'on préférait ignorer. Un soir, Romy lui dit doucement « J'ai l'impression que tu n'es plus vraiment là quand tu es avec moi. » Il n'a pas su répondre. Il s'est contenté de baisser les yeux. C'était vrai, pas par manque d'amour, mais par incapacité à concilier ce qu'il devenait et ce qu'elle attendait. Ce silence fut l'un des premiers véritables éclats. À cela s'ajoutait le poids extérieur,
Cette pression médiatique qui, peu à peu, transformait leur histoire en symbole, en mythe, en objet de fascination. Les journaux parlaient d'eux comme d'un couple parfait, mais cette perfection inventée rendait leurs doutes encore plus lourds. Comment se disputer quand le monde vous observe? Comment exprimer ses peurs quand tout le monde veut croire à un roman d'amour intemporel? Et puis, il y eut cette rumeur, une rumeur insistante, où l'on murmurait qu'Alain voyait d'autres femmes, qu'il flirtait, qu'il se laissait entraîner dans des soirées où Romy n'était pas présente. Ce n'était pas la vérité entière, mais ce n'était pas totalement faux non plus. Il reconnaît aujourd'hui, d'une voix presque éteinte, « J'étais jeune. Trop jeune peut-être pour aimer quelqu'un comme elle méritait d'être aimée. Je pensais qu'elle serait toujours là. » Ce soir-là, Romy a pleuré, non pas parce qu'elle se sentait trahie, mais parce qu'elle comprenait pour la première fois que leur histoire ne dépendait plus seulement de leurs sentiments. Il y avait leur carrière, leurs rêves divergents, la distance qui s'installait entre deux êtres pourtant encore amoureux. L'un ne savait plus comment tenir sa place. L'autre ne savait plus comment ne pas souffrir. La fissure devint alors une vérité impossible à nier. Ils s'aimaient, oui, mais ils n'étaient plus alignés. Et dans cette désynchronisation, ils perdaient peu à peu ce qui faisait leur force, la simplicité. À la fin des années 60, ils se retrouvaient encore, parfois, comme deux naufragés cherchant un rivage commun. Mais la vie avait déjà dessiné d'autres chemins. Ce n'était pas un choix brutal, pas une rupture instantanée. C'était un glissement inexorable, une lente séparation où les gestes sont encore tendres, mais les regards savent déjà. Ils n'étaient pas fâchés, ils n'étaient pas ennemis. Ils étaient deux êtres qui, malgré l'amour, ne savaient plus comment avancer ensemble. Et c'est ainsi que, presque sans le vouloir, ils commencèrent à s'éloigner. La rupture n'a jamais été un coup de tonnerre. Ce n'était pas une scène dramatique, pas une porte qui claque, pas un cri. Non. Leur séparation, comme leur rencontre, se fit dans le silence. Un silence lourd, étouffant, où chaque mot semblait condamné à échouer avant même d'être prononcé. Pour eux deux, ce fut une période où les gestes cessaient d'atteindre l'autre, où les regards glissaient sans se retenir. Et pourtant, c'est souvent ainsi que meurent les grandes histoires, dans l'incapacité de continuer, mais aussi dans la douleur de ne pas savoir comment s'arrêter. À cette époque, Romy vivait un mélange de succès naissant et d'inquiétude profonde. Elle sentait la distance, cette ombre invisible qui s'immisçait entre eux. Alain, lui, courait d'un film à l'autre, d'un plateau à une promotion, d'un engagement à un autre. Sa vie devenait un tourbillon dans lequel il tentait de rester debout. La célébrité, la vraie, celle qui dévore, commençait à lui imposer son rythme. Puis il y eut ce moment, une lettre, courte mais décisive. Il l'avait écrite parce qu'il n'arrivait pas à parler, parce qu'il craignait que face à elle, il ne trouve pas les mots. Il expliquait qu'il devait partir, qu'il ne savait plus comment être l'homme qu'elle attendait. Il reconnaît aujourd'hui que cette lettre était une lâcheté, mais à l'époque, c'était la seule manière qu'il voyait pour ne pas la blesser davantage. Quand elle l'a reçue, Romy s'effondra. Ce n'était pas seulement une rupture amoureuse, c'était l'effondrement d'un avenir qu'elle avait imaginé. Elle avait quitté son pays, sa famille, sa langue. Elle avait tout misé sur cette vie qu'elle croyait partager avec lui. Et soudain, elle se retrouvait seule, dans un Paris devenu trop grand, trop étranger. Les journaux, eux, flairèrent immédiatement l'histoire. La presse en fit un feuilleton. Certains titres parlaient de « la trahison d'Alain Delon ». D'autres évoquaient « la douleur de la princesse brisée ». Elle devint une icône de mélancolie. Lui, une figure de séducteur insaisissable. Pourtant, la réalité était plus nuancée, plus humaine, plus douloureuse pour chacun. Mais le véritable point de rupture, le moment qui scella définitivement la fin, fut cette décision qu'il prit sans elle, annoncer publiquement sa relation avec une autre femme. Non pas dans un geste de provocation, mais parce que sa vie avait déjà bifurqué. Et ce fut une blessure pour Romy, une blessure vive. Elle le dira plus tard, dans un entretien rare. « J'ai cru mourir ». Ces mots-là, Alain ne les a jamais oubliés. Cette crise, pour elle, ne fut pas seulement sentimentale. Elle était identitaire. Elle doutait de tout, de son talent, de sa beauté, de sa place dans ce métier.
Elle sombra dans une forme de dépression silencieuse, masquée par le professionnalisme, par l'exigence de toujours donner plus, de prouver qu'elle existait au-delà de lui. Elle travailla sans relâche, cherchant dans les rôles une manière de tenir debout. Pour lui aussi, la rupture laissa une cicatrice. Même s'il n'en parlait pas, même s'il avançait, même s'il se jetait dans les tournages comme on fuit un feu intérieur. Il dira plus tard, dans un souffle presque imperceptible, « On ne quitte jamais vraiment quelqu'un comme Romy. On s'éloigne, mais elle reste là. Ce n'était pas un regret, pas une confession. C'était un constat. » Les années suivantes, les Wirth se croisaient encore, parfois. Lors d'événements, de remises de prix, de soirées où chacun tentait de masquer le trouble persistant en souriant devant les flashs. Leur relation était devenue une association étrange de tendresse résiduelle et de douleur contenue. Elle ne lui en voulait plus. Du moins, elle essayait. Lui, de son côté, oscillait entre la fierté de son parcours et une forme de culpabilité sourde. La crise avait fait de leur histoire un mythe, mais un mythe dont ils payaient tous deux le prix. Romy en luttant pour se reconstruire. Alain en portant pour la première fois le poids des choix qu'il avait faits trop vite, trop jeune. Ils ne se sont jamais vraiment expliqués, pas face à face, pas dans une conversation libératrice. Cette absence de mots restera l'une des marques les plus profondes de leur séparation. Un vide qui, des années plus tard, continue de trembler dans la voix d'Alain lorsqu'il évoque cette période. « J'aurais dû la protéger. Je ne l'ai pas fait. » Après la rupture, chacun dut apprendre à respirer autrement. La tempête avait laissé des traces profondes, mais elle avait aussi forcé Romy et Alain à trouver une forme de maturité qu'ils n'avaient pas cherchée. Deux vies désormais séparées, deux chemins qui s'éloignaient. Et pourtant, un lien invisible persistait, comme une note suspendue qui refuse de disparaître. Romy, d'abord, traversa une période qu'elle décrira plus tard comme « une chute sans fond ». Mais au milieu de cette douleur, quelque chose en elle se redressa. Elle décida de rester en France, de ne pas fuir vers une nostalgie ou un retour précipité en Allemagne. « Je voulais me prouver que je pouvais tenir debout toute seule », écrira-t-elle dans une lettre à une amie. C'est à cette époque qu'elle plongea véritablement dans le travail. Elle suivit des cours de théâtre plus intensifs, apprit la langue jusqu'à en maîtriser chaque nuance, et se lança dans des rôles qui exigeaient tout d'elle. Cette transformation surprit le cinéma français. La jeune princesse de saga familiale devint une actrice dramatique capable d'émouvoir jusqu'à l'écorchure. Visconti, qui l'avait observée en silence lors d'une répétition, déclara un jour « Elle a une vérité que le cinéma ne peut pas ignorer. » Ce compliment, Romy le reçut comme un baume. Elle comprit alors que sa carrière pouvait enfin n'appartenir à elle seule, et non à un passé ou à une histoire qui avait failli la briser. Alain, de son côté, vivait une ascension dont il n'avait pas mesuré la violence. Le succès l'emportait d'un film à l'autre, et son image de jeune premier magnétique devenait un phénomène international. Mais derrière les projecteurs, il ressentait une fatigue étrange, une forme de solitude que même la gloire ne parvenait pas à dissoudre. Il se jetait dans le travail, enchaînant les tournages comme pour s'empêcher de penser. Pourtant, entre deux scènes, dans les loges, dans les trajets nocturnes, il lui arrivait d'ouvrir discrètement un magazine où apparaissait Romy et de rester silencieux quelques minutes. Il ne commentait rien, il ne critiquait rien, il regardait seulement. Leur vie semblait parfaitement parallèle, jamais tout à fait séparée, jamais tout à fait proche. Et dans cette distance, un respect nouveau naquit. Ils ne partageaient plus l'intimité, mais ils partageaient le souvenir. Ce souvenir-là, personne ne pouvait le leur voler. Puis vint 1964, L'Ensorceleuse. Le premier film où Romy et Alain devaient apparaître ensemble depuis leur séparation. Le cinéma adorait l'idée. L'ancien couple réuni à l'écran. Les journalistes flairaient l'événement. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est la douceur silencieuse qu'ils montrèrent l'un envers l'autre. Les témoins racontent qu'Alain arriva le premier sur le plateau. Il semblait nerveux, comme un homme qui retrouve un passé qu'il croyait maîtriser. Romy entra quelques minutes plus tard. Leur regard se croisa. Pas un mot de trop, pas d'éclat, pas de malaise, seulement une forme de douceur étrange, une politesse qui contenait encore un reste de tendresse. « Bonjour, Romy, dit-il.
Bonjour Alain, répondit-elle. Et il y eut un sourire, un vrai, un sourire qui disait « Nous avons survécu ». Ce tournage fut un tournant dans leur relation, pas parce qu'il raviva la passion, cela appartenait désormais à un autre temps, mais parce qu'il créa une paix fragile, mais réelle. Alain l'admit des années plus tard. Je l'ai vue revenir plus forte que je ne l'avais jamais connue. J'étais fier d'elle. Romy, elle, confiera dans une interview « Nous n'étions plus les mêmes. Et c'était bien ainsi ». Les années suivantes furent marquées par leur propre destin. Elle bâtit une filmographie impressionnante, devenant l'une des plus grandes actrices européennes. Lui s'affirma comme un monstre sacré du cinéma français, explorant des rôles complexes, souvent sombres. Ils se croisaient parfois, s'échangeaient un mot, un regard, un sourire. Ils avaient trouvé une distance juste, ni trop proche, ni trop lointaine. Mais derrière ce calme apparent, il y avait en eux quelque chose d'indicible. La certitude que leur histoire, même brisée, avait façonné leur force. Chacun, à sa manière, portait l'autre en filigrane. Après la tempête, ils n'étaient plus amants. Ils n'étaient plus partenaires. Ils n'étaient même plus des amis au sens classique. Ils étaient deux êtres liés par une expérience que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent comprendre. Un amour qui s'était effondré, mais qui avait laissé derrière lui une vérité impossible à effacer. Une vérité que, des années plus tard, Alain Delon allait enfin accepter de dire. Il a longtemps refusé de parler, longtemps laissé les non-dits s'accumuler comme des couches de poussière sur une histoire que tout le monde croyait connaître. Pendant des décennies, Alain Delon a laissé les rumeurs, les interprétations, les légendes remplacer sa propre voix. Et puis, à 76 ans, il a fini par céder. Non pas sous la pression, non pas par nostalgie, mais parce qu'il sentait que le temps, désormais, lui retirait le luxe de se taire encore. Il raconte ce moment sans détour, sa voix baisse, elle ralentit, les phrases se font plus courtes, plus lourdes, comme s'il marchait sur un terrain qu'il n'avait jamais osé fouler. Vous savez, ce que je n'ai jamais dit, c'est que je ne l'ai jamais quitté dans mon cœur. Pas vraiment. Il ferme les yeux en disant cela. Non pas pour dramatiser, mais pour se protéger, comme si la vérité qu'il s'apprête à confier avait nécessité en lui un demi-siècle de résistance. Pendant longtemps, il a laissé croire que leur histoire avait pris fin parce qu'il voulait vivre autre chose, parce qu'il ne se sentait pas prêt, parce qu'il n'était pas fait pour une relation stable. Et il reconnaît aujourd'hui que ces versions-là étaient plus faciles, plus supportables. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, dit-il, c'est qu'il avait peur. Romy avait une intensité que je n'avais jamais rencontrée. J'avais l'impression que si je restais, j'allais me perdre moi-même. Elle demandait une sincérité totale. Je n'étais pas encore un homme capable de ça. Il marque une pause, très longue, puis ajoute dans un souffle « Et j'ai eu peur de lui faire du mal. Alors j'en ai fait plus encore. » C'est une confession brute, sans détour, sans justification. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, ni à se racheter. Il explique simplement. Comme un homme qui, enfin, met des mots sur une faute qui le suit depuis trop longtemps. Le plus douloureux, dit-il, ce n'était pas la rupture, c'était ce qui est venu après, l'annonce de la mort de leur fils David. Elle qui s'écroulait, elle qui survivait avec une douleur visible jusque dans ses rôles. Alain ne dit pas qu'il aurait pu l'aider, il ne dit pas non plus qu'il aurait dû. Mais on comprend dans son silence que cette période-là a laissé une marque quelque part entre culpabilité et tristesse inavouée. Ce qu'il révèle ensuite, personne ne l'avait entendu jusque-là. Un jour, plusieurs années après leur séparation, Romy lui avait envoyé une lettre. Une lettre simple, sans reproche, sans nostalgie lourde. Elle y écrivait « Je ne t'en veux plus, je sais que nous avions notre temps, et je te remercie pour ce que ce temps m'a donné. » Il n'a jamais répondu. Il baisse les yeux en avouant cela. J'ai lu la lettre et je n'ai pas su quoi dire. Pourquoi ? Il hésite. Puis, parce que j'avais honte. Honte de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'elle était devenue. Elle avait grandi. Moi, j'étais resté le même. Cette phrase-là, il faut quelques secondes pour l'entendre vraiment. Delon, l'icône, le monument du cinéma, l'homme construit dans la maîtrise et le charisme, admet pour la première fois une faiblesse intime, presque enfantine. Il raconte aussi un moment que peu connaissent. En 1981, lorsqu'il a appris la mort de Romy, il s'est enfermé. Aucun tournage, aucun appel, aucune apparition publique. Il s'est tu, longtemps. Et aujourd'hui, pour la première fois, il dit ce qu'il n'avait jamais confié. Je me suis senti responsable, pas de sa mort, mais de sa solitude,
de ce qu'elle avait dû porter. Si j'avais été plus courageux, plus présent, peut-être que certaines douleurs auraient été moins lourdes. Il ne pleure pas, mais sa voix tremble légèrement, des tremblements qui valent plus que des larmes. Enfin, il regarde droit devant lui, comme s'il s'adressait encore à elle. Romy, c'est la seule femme que je n'ai jamais réussi à oublier. Les autres sont passés. Elle est restée. Il respire profondément, comme pour refermer un chapitre qu'il a mis une vie entière à ouvrir. Voilà, c'était ça ma vérité. Il ne reste plus de colère, plus de regret, crié trop tard. Seulement une mélodie douce amère qui flotte encore dans l'air, comme la dernière résonance d'une histoire que personne n'a jamais vraiment réussi à enfermer dans des mots. Aujourd'hui, Alain Delon parle d'elle avec cette pudeur des hommes qui ont trop vécu pour chercher des excuses. Sa voix ne cherche pas à convaincre. Elle se contente de dire, de nommer, de laisser venir ce qui revient. Il sait que les gens ont fait de leur histoire un mythe, que d'autres l'ont raconté à leur manière, parfois en l'embellissant, parfois en la déchirant. Mais dans son regard d'homme âgé, il n'y a plus de volonté de contrôler ce que le public croit. Il y a simplement le besoin de préserver une vérité intime, celle d'un amour qui n'a pas survécu, mais qui n'a jamais disparu. Des décennies ont passé, les films ont défilé, les rôles se sont succédés, les visages ont changé autour de lui. Et pourtant, lorsqu'on prononce le nom de Romy Schneider, quelque chose en lui se fige encore. Pas de remords explosifs, pas de douleur spectaculaire, plutôt cette sensation ténue, presque imperceptible, d'un fil qui n'a jamais été coupé. Elle fait partie de mon histoire, et de moi, murmure-t-il simplement. Il ne cherche pas à transformer cette confession tardive en testament sentimental. Il sait que la vie n'est pas un film où tout se répare grâce à une phrase bien placée. Ce qui a été vécu l'a été avec ses beautés et ses manques, ses élans et ses failles. Rien ne peut être réécrit. Et c'est peut-être dans cette acceptation que réside aujourd'hui sa paix. Romy, elle, n'est plus là pour répondre, pour sourire, pour contredire. Mais son empreinte demeure, vibrante, presque vivante. Elle est dans chaque photo où son regard semble chercher quelque chose hors champ. Elle est dans chaque témoignage de ceux qui l'ont connue. Elle est dans les films qui continuent de bouleverser ceux qui les découvrent. Elle est surtout dans ce silence qu'Alain respecte encore. Un silence non pas froid, mais dense, chargé de ce qui ne se dit pas. Lorsqu'il évoque leur dernière rencontre, brève, polie, douce, il ne raconte pas une scène nostalgique. Il raconte un apaisement. Deux chemins qui se sont salués avant de reprendre leur cours. On s'est souri, c'était suffisant. La simplicité de ces mots résume mieux que tout l'épilogue de leur histoire. Et puis, il y a ce moment, plus intime, qu'il décrit presque en murmurant. Dans sa maison, il garde une petite boîte où se trouvent quelques lettres, une photo jaunie, un bracelet qu'elle portait un jour de tournage. Il ne l'ouvre pas souvent, mais il sait qu'elle est là. Pas pour me souvenir, non. Pour me rappeler que j'ai vécu quelque chose de vrai. Il regarde loin devant lui lorsqu'il dit cela. Pas vers le passé, mais vers ce temps incertain qu'il lui reste. Il ne cherche plus à comprendre, il ne cherche plus à réparer. Il laisse simplement l'histoire exister, intacte, avec ses ombres et ses éclats. Dans la dernière phrase qu'il offre, il n'y a ni grand geste, ni déclaration enflammée. Seulement une vérité simple, portée par une voix fatiguée, une voix d'homme qui a aimé, perdu, survécu. Elle m'a appris la vulnérabilité. Et ça ne meurt jamais. Et sur une table, dans le calme d'une pièce où personne ne tourne plus de scène, il reste une photo que la lumière ne touche plus vraiment. Le temps, lui, ne dit plus rien.